Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. Magnifique. Bienvenue à tout le monde pour cette soirée. Comme vous voyez, le titre est assez évocateur et c'est une soirée qui a été co-organisée par le SSP et Agisson. Donc pour présenter les deux organisations, deux mots, si vous ne les connaissez pas. Agisson, c'est un mouvement citoyen pour la protection et l'extension des communs et qui s'organise notamment autour de la stratégie de l'organisation collective. Et le SSP, le syndicat des services publics, qui organise les travailleurs et travailleuses des services publics, notamment des domaines de la santé, de l'enfance et puis de nombreux autres secteurs. Et comme vous l'avez vu, le titre est assez évocateur. Austérité, fascisme et technolibertarianisme, quel avenir pour le capitalisme mondial et quelle alternative à construire? Finalement, si on a invité Romaric et qu'on a aussi décidé de discuter de ça, c'est parce que ça nous paraissait être une évidence de par les événements qui sont en train de se passer, que vous suivez certainement dans plein de pays, mais également en Suisse. Et c'est l'idée de sortir aussi un peu de cette stupéfaction de tous les jours et de pouvoir poser une analyse commune et de regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble. Donc on a Romaric Gaudin qui est notre invité. On est très reconnaissant qu'il soit avec nous à Lausanne. Et si vous ne connaissez pas Romaric, en gros, il est économiste, disons, il travaille à Mediapart, dont on parlera également après. Donc il gère notamment la rubrique d'économie, notamment dans ses dimensions internationales. Et il a aussi écrit deux ouvrages, un qui s'appelle « La guerre sociale en France, aux sources économiques de la démocratie autoritaire », et le deuxième « La monnaie pourra-t-elle changer le monde vers une économie écologique et solidaire ?» Mais si vous ne le connaissez pas, le mieux, c'est encore de taper son nom, Mediapart, sur Google, sur un moteur de recherche, et puis de regarder les nombreux articles qu'il écrit pour comprendre un peu ses analyses. Et c'est ça, notamment, qu'il va nous partager ce soir. Et du coup, moi, je vais passer la parole à David, qui va dire encore un ou deux mots de contexte. Pour le syndicat des services publics, cette conférence s'inscrit aussi dans la pré-campagne en vue de la votation sur l'initiative dite des patrons, dite des employeurs, qui vise à réduire la fiscalité cantonale de 12%, que ce soit sur le revenu ou que ce soit sur la fortune. Donc pour nous, cette conférence s'inscrit dans cette pré-campagne. Alors la campagne la votation devait avoir lieu en mai, mais elle sera finalement repoussée à septembre, voire novembre. On ne sait pas exactement encore la date de la votation, puisqu'il y a des recours qui sont pendants de la part des organisations patronales, qui démontrent une grande combativité, comme toujours en Suisse, pour arracher encore des privilèges sur leurs privilèges. J'aimerais juste rappeler un élément, parce que le titre de la conférence est quand même extrêmement large. J'espère que tu arriveras à faire le tour de la question. Mais en tout cas, je ne sais pas où va le capitalisme mondial, mais on peut déjà dire d'où il vient en Suisse, d'où on vient. J'aimerais juste rappeler un élément factuel, c'est l'état des patrimoines et la concentration des patrimoines dans le pays qu'est la Suisse, puisque pas plus tard qu'il y a 10 jours, une étude est sortie sur la question et elle disait que la Suisse est un pays plus inégalitaire que les États-Unis, que le groupe des 1% les plus riches détient 42% de la fortune nationale, une proportion qui a augmenté de 27% depuis 1980. Ce qui veut dire qu'en fait, cette concentration des richesses en Suisse, on la connaît extrêmement bien, elle est très forte, et cette domination de cette bourgeoisie radicalisée qui en veut encore plus, c'est aussi un élément du contexte national en tout cas, mais évidemment aussi international. Et juste pour terminer sur cette question, il y a 4 000 à 5 000 contribuables en Suisse qui détiennent 23% de cette fortune générale qu'il y a dans le pays. Donc 4 000 personnes en Suisse à cette échelle-là. On voit bien que c'est évidemment une caste d'hyper privilégiés. Et c'est de là qu'on vient, en tout cas en Suisse, c'est dans cette situation qu'on se trouve. Et la combativité de cette bourgeoisie radicalisée, elle est sans fin. Donc pour la perspective que ça donne aussi à la discussion de ce soir, je pense que c'est des éléments qui sont intéressants. On pourrait évidemment multiplier les statistiques. On en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi sur l'écrasante domination de cette bourgeoisie en Suisse, mais je pense que c'est des éléments qu'il faut rappeler parce que c'est cette réalité-là dans laquelle on travaille et on milite aujourd'hui en Suisse. Voilà, cette fois c'est bien comme ça. Allez, du coup on va construire en fait cette discussion en 3 parties. La première, on va partir vraiment de manière très large, globale, comme l'a dit effectivement David, et ensuite on se posera la question qu'est-ce que c'est les réponses en fait qui sont données par notre camp social, notamment à ce qui est en train de se passer ou depuis plusieurs années, et aussi quand on aura un peu identifié qu'est-ce qui se fait et les limites, voire les impasses. Qu'est-ce qui serait possible de faire dans le moyen du raisonnable, parce qu'on n'a pas les réponses magiques ce soir.
Du coup, pour commencer, je vais te lancer un peu. Effectivement, on a vu une montée de l'extrême droite très forte encore voilà, ces derniers jours en Allemagne. Vous l'avez certainement suivi avec l'AfD. Aux États-Unis, dans de nombreux effectivement, pays dans le monde. On voit aussi que finalement, c'est quelque chose qu'on peut lier finalement à une mutation du capitalisme à un niveau international et qui reconfigure de nombreuses alliances. Et du coup, c'est un peu, on va te lancer sur ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les clés de lecture que tu as à nous donner pour déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver, simplement? Donc d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité ce soir ici à Lausanne. Merci à vous d'être venus. Donc comme vous l'avez vu, le thème est assez large. Il peut paraître même un peu confus parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc on va essayer de donner un peu quelques éléments de cohérence. Alors, avant ça, je vais quand même vous dire, moi, c'est mon travail, donc je réfléchis un peu là-dessus. Mais évidemment, je n'ai pas les solutions miracles et j'ai pas je n'ai pas la science infuse de tout ce qui peut se passer. Donc, je vous donne évidemment ma lecture des choses. Et évidemment, elle est contestable, discutable, et j'espère que ce sera le cas dans la suite de nos discussions. Alors, le point de départ, en fait, pour moi, de la situation actuelle, ce qui est nécessaire de saisir pour saisir ce qui se passe actuellement, et notamment l'accélération, en fait, depuis le 20 janvier de la mutation des États-Unis, c'est d'abord de partir, évidemment, de ce qu'est le capitalisme contemporain, et notamment d'avoir conscience que ce capitalisme traverse trois crises qui sont contemporaines, mais qui sont différentes en même temps. Les trois crises en question, d'abord, c'est une crise économique. La crise économique, elle a commencé en fait dès la fin des années 60, même début des années 70. Je suis désolé, je suis français, je dis 70. Vous comprendrez. J'arriverai pas à le faire en Suisse, puis c'est un peu ridicule. Donc je vais le faire à ma façon, mais vous traduirez de vous-même. Donc le début des années 70. Et puis évidemment, il y a eu une accélération, une rupture avec la crise de 2008, la crise des subprimes, dont en fait, et c'est l'analyse que moi, en tout cas, j'en fais, on n'est pas véritablement sorti, en fait. Et j'en veux pour preuve que si on regarde les tendances de croissance, parce que en fait, quand on parle de capitalisme, on va utiliser la croissance en fait comme une sorte d'état de l'accumulation du capital, donc un peu d'état de santé du capitalisme. Et ce qu'on voit, c'est que, puisque le capitalisme a pour vocation, évidemment, d'accumuler, de s'accumuler, de se reproduire et de se développer, donc c'est un peu alors, c'est pas parfait, mais la croissance, c'est quand même un bon élément pour savoir où on en est là-dessus. Et quand on regarde donc la croissance, je vais y venir, la croissance tendancielle avant 2008, sur la même période que sur l'équivalent de la même période entre 2008 et aujourd'hui 2025, donc on va prendre 2024, sur les 16 années qui ont précédé 2008 et les 16 années qui ont suivi 2008, on se rend compte qu'en fait, il y a un véritable décalage, une rupture en fait de la tendance. C'est-à-dire que la tendance d'avant 2008 est largement supérieure à celle d'après 2008. Alors, je n'ai pas les chiffres pour la Suisse, j'aurais dû les avoir, je n'ai pas très bien travaillé, mais je les ai quand même pour la France. Donc là, pour la France, on est à 14% fin 2024, en dessous de cette tendance. Donc c'est pour vous dire la rupture qu'il y a eu. Pour les États-Unis, c'est moins fort, mais c'est quand même encore entre 3 et 4%. Je crois que c'est 3,5%. Ce qui est beaucoup moins que la France, d'accord, mais ce qui est quand même assez incroyable de voir que 14 ans après, 16 ans, je vais y arriver, 16 ans après la crise, et ben en fait on n'a pas encore rattrapé la tendance, et ça c'est quelque chose qui est assez rare dans l'histoire du capitalisme, qui est par ailleurs une histoire relativement courte, mais quand même, on voit bien que le fait on a toujours des crises, des crises conjoncturelles, mais lorsque l'on a une crise comme ça qui en fait ramène la tendance à quelque chose d'aussi faible, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de structurel. Donc l'économiste Michael Roberts, lui, considère qu'il y a 3 moments en fait dans l'histoire du capitalisme où on est dans cette situation-là.
Il y avait la grande crise de 1873 qui a commencé en 1873 et fini vers 1891, la crise de 1929 et puis donc celle qui a commencé en 2008. Donc ça, c'est le premier élément de contexte qui est important, c'est que la croissance, elle est plus faible. Et je dirais les pertes d'accumulation qu'on a depuis 2008, elles s'ajoutent. C'est autant de moins qui ont été utilisés pour cette accumulation. Donc le gâteau, en quelque sorte, croît beaucoup moins vite qu'avant. Et il croît d'autant moins vite que si on regarde la façon dont se fait cette croissance, on voit que en fait, elle se fait de façon, dérivée, on va dire. Je vais m'expliquer. En fait, la façon dont vous faites de la croissance dans un régime capitaliste, je suis désolé, je vais revenir un peu au basique, peut-être sans doute vous savez, mais quand même c'est important de le comprendre, donc je le redis. C'est en fait d'augmenter la part du travail non rémunéré, ce qu'on appelle la plus-value, la survaleur, bref. Et ça, vous avez deux façons de le faire. Vous avez en augmentant le temps de travail ou en abaissant le coût du travail horaire. Donc, voilà. Et puis la deuxième façon, c'est ce qu'on appelle la plus-value relative, c'est-à-dire c'est en augmentant la productivité. Et en fait, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu en fait des gains de productivité, une augmentation, une croissance de la productivité, c'est-à-dire faire plus avec moins, tout bêtement, faire plus de production avec moins de travail. S'il n'y avait pas eu cette explosion de la productivité, en fait, on n'aurait pas eu en fait de capitalisme en tant que tel. La plus-value, elle est le produit en fait de cette augmentation, principalement de cette augmentation de la productivité. Or, depuis le milieu des années 60, on a un ralentissement de la productivité dans les pays occidentaux qui est extrêmement forte. On était au milieu des années 60 sur des gains de productivité annuels moyens à peu près de 6,5%. Et avant la crise sanitaire, on était plutôt autour de 1,5%. Donc c'est divisé par 4,5, quoi, enfin entre 4 et 5. Bon. Donc c'est quand même relativement violent. Et on voit bien, alors aux États-Unis, là c'est un petit peu remonté, mais c'est remonté autour de 2%. Donc en fait, on reste dans des étiages qui n'ont rien à voir avec les gains de productivité du passé. Donc moins de productivité, ça veut dire qu'en fait, vous avez moins de capacité à faire votre plus-value et donc à accumuler du capital et à augmenter votre taux de profit et à faire votre croissance. Donc vous faites de la croissance autrement, en fait. Vous trouvez des dérivés pour faire de la croissance. Et ces dérivés, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les dire, mais enfin, les principaux, c'est d'abord la financiarisation. Donc vous développez un secteur financier qui, en fait, est une sorte de caisse de résonance de la création de valeur. Ça crée beaucoup plus de valeur que l'économie réelle. Normalement, à un moment, ça doit se retrouver, mais ça se retrouve par des crises. Et puis ensuite, vous avez la deuxième façon donc c'est ce qui s'est passé en 2008. Puis vous avez la deuxième façon, en fait, de compenser ces baisses de productivité, c'est en fait l'intervention de l'État. Donc l'intervention de l'État, ça peut prendre la forme des interventions de banque centrale, qu'on a beaucoup vu dans les années 2010. Ça peut prendre la forme de soutien direct, de subventions, de baisse d'impôts au secteur privé. Donc tout ça, en fait, sont des choses qui sont évidemment très répandues à partir des années 80 partout dans le monde, et particulièrement en Europe et aux États-Unis. Et puis vous avez deux autres façons de faire croître le profit. C'est de jouer sur l'autre mode de création de la plus-value, c'est-à-dire de détruire les droits des travailleurs pour qu'ils travaillent plus longtemps, pour moins cher. Donc là, ce n'est pas de la productivité, mais en fait, c'est ce qu'on appelle de la plus-value, de la survaleur absolue, c'est-à-dire que vous faites travailler plus les gens pour moins. En fait. Donc ça, c'est tout ce qu'on a connu aussi depuis les années 80. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez eu ça ici, mais nous, on a eu la libéralisation du marché du travail, toutes ces choses-là qui étaient des choses qui
où on nous promettait que ça allait évidemment tout régler. Et ça, c'était en fait pour compenser le ralentissement des gains de productivité. Et puis le dernier élément, c'est quand vous avez moins de gains de productivité, en fait, vous êtes tenté d'augmenter votre profit de façon plus directe, en fait, par de la rente, c'est-à-dire par aller chercher en fait de l'argent auprès de clients ou de gens à qui vous allez donner une forme de service. Et en fait, ces gens-là n'auront pas d'autre choix que d'avoir recours à vous. Et en fait, ils ne décideront pas, il n'y aura aucun mécanisme qui permettra de fixer le prix, aucun mécanisme de marché qui permettra de fixer le prix. C'est l'entreprise qui fixera le prix, c'est le monopole. Hein, voilà. Alors, encore une fois, je simplifie à outrance parce que vous pouvez avoir des oligopoles, des duopoles, des choses comme ça. Voilà. Mais précisément, c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on ne passe pas par le marché pour fixer le prix. Et on a un marché qui est captif, on a une demande qui est captive. Et donc, quand on a une demande qui est captive et qu'on décide soi-même du prix, en fait, on est dans un phénomène de rente. Et là, effectivement, on peut avoir un profit qui est élevé, quelle que soit la situation de l'économie réelle. Donc dans ces phénomènes de rente, vous avez, je ne vais pas rentrer, mais le principal, ce qui va nous intéresser, vous avez par exemple les assurances qui sont beaucoup sur ce type notamment les assurances dans des cadres obligatoires, assurances santé par exemple, dans des pays comme les États-Unis, peut-être la Suisse aussi, mais je ne connais pas assez bien le système, mais je vois que ça a l'air de vous parler. Donc voilà, mais je ne voulais pas dire de bêtises, donc je me suis retenu. Mais voilà, et vous avez évidemment, le principal, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le secteur technologique, les géants de la technologie qui en fait ont construit ce système de rente, grâce notamment à ce qui s'est passé dans les années 2010, qui était l'aide des banques centrales au marché financier pour essayer de sauver la finance mondiale. Et en fait, donc, les banques centrales ont déversé de l'argent gratuit la plupart du temps sur les marchés financiers. Les gens qui recevaient cet argent, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Ils allaient vers des entreprises qui étaient les plus sûres. Or, comme par ailleurs la croissance ralentissait et que les gains de productivité étaient au plus bas, vous alliez vers les entreprises qui ne dépendaient pas en fait de la croissance et des gains de productivité, c'est-à-dire les géants de la tech qui en fait ont un business model qui repose sur l'exploitation des données de leurs propres utilisateurs, qu'ils font payer à leurs propres utilisateurs, moyennant l'usage de ces données, en quelque sorte. Bon, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'idée, c'est qu'en fait, vous allez donner vos données à ces géants de la tech, et eux, ils vont retenir ces données, et pour que vous ayez l'usage qui est commandé par l'entreprise elle-même, pour avoir l'usage de vos données, vous devez en passer par un paiement. Alors ce paiement, il peut être direct, vous pouvez payer un abonnement, etc., ou indirect, via évidemment des services de publicité qui vous sont imposés. Et donc ça, effectivement, c'est un phénomène de rente qui repose sur des algorithmes, les algorithmes qui sont nourris par des données, par les données des utilisateurs, et qui déterminent ensuite les comportements des utilisateurs pour pouvoir diriger en fait la demande exactement là où il faut pour faire un maximum de profit. Donc c'est vraiment un système où on contourne complètement le fonctionnement normal du capitalisme pour aller vraiment chercher la valeur et en quelque sorte faire une forme de prédation. Je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'est du capitalisme ou pas. Pour moi, ça en est encore. Si vous voulez, on aura ce débat après, mais je le mets de côté volontairement. Bref. Donc voilà, en fait, la première crise, la crise économique, qui donne lieu à la naissance d'un capitalisme sous perfusion
de deux grandes façons, c'est-à-dire un capitalisme soit qui est sous perfusion de l'État parce que en fait, sans les aides de l'État, les taux de profit auraient tendance à abaisser, et un capitalisme de rente qui, lui, en fait, devient gigantesque et devient en fait une forme de concurrent des États eux-mêmes. Ça, c'est la première crise. La deuxième crise, c'est évidemment la crise écologique. Alors, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler les conditions de cette crise. Néanmoins, ce qui me semble intéressant, ce sur quoi il me semble intéressant d'insister ce soir, c'est évidemment de rappeler que cette crise, elle est liée aussi à l'accumulation de capital, c'est-à-dire que c'est la recherche de l'accumulation du capital qui a entraîné évidemment la surexploitation de la nature. L'indifférence qui a été la norme jusqu'à aujourd'hui, en fait, puisque ça l'est encore, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important, c'est que la crise écologique est aussi une crise du capitalisme. Et j'insiste aussi sur le fait que, parce que vous avez évidemment des mécanismes, aujourd'hui on vous dit, il y a la croissance verte, etc., voire il y a le découplage entre la croissance du PIB et l'émission de gaz à effet de serre. Alors pour le moment, en fait, c'est souvent dans des États avec une croissance très faible. Donc en fait, vous retrouvez le premier problème. Et souvent, en fait, on ne sait pas si ça peut durer. Et puis c'est souvent une dizaine, enfin aux dernières nouvelles, je crois qu'il y a une dizaine d'États qui ont fait ce découplage. Or, le problème écologique, il est au niveau évidemment global. Et puis le dernier élément important, c'est que le réchauffement climatique, ce n'est pas la crise écologique, ce n'est pas toute la crise écologique. Vous avez dans la crise écologique évidemment bien d'autres problèmes, notamment les problèmes de biodiversité, mais pas seulement, mais entre autres les problèmes de biodiversité, qui en fait s'auto-entretiennent avec les problèmes de réchauffement climatique et qui aussi sont en première ligne de l'exploitation de la nature réalisée par le capitalisme. Donc deuxième crise, la crise écologique. Crise écologique que l'on essaye en fait de recycler via l'idée du découplage et de la croissance verte, c'est-à-dire qu'on va réussir à faire l'accumulation tout en réglant le problème de la crise écologique. Bon. Et puis vous avez une troisième crise qui est plus difficile à saisir, mais qui, je trouve, est aussi importante, qui est une crise sociale au sens très large du terme, c'est-à-dire sociale au sens crise de société, en fait. Cette crise sociale, elle a plusieurs formes. Une des premières formes, c'est, on parle de l'austérité, c'est cette espèce d'austérité permanente dans laquelle on vit, en tout cas nous Français depuis longtemps, malgré nos déficits publics et surtout à cause en fait de nos déficits publics, puisque nos déficits publics s'expliquent en très grande partie parce que les recettes publiques sont faibles et qu'une grande partie des dépenses sont liées au soutien au secteur privé qui par ailleurs ne produit pas assez de croissance pour pouvoir assurer du financement de nos services publics et notre services de sécurité sociale. Donc ça c'est la première chose, c'est que effectivement on a une crise sociale au sens où on a une crise des services publics, on a une crise on a une augmentation en fait des cas de pauvreté en France. Depuis une dizaine d'années, on voit le taux de pauvreté qui a augmenté. On a une crise plus globale, en fait, presque anthropologique, où en fait on voit bien les limites de la société de consommation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens cherchent à consommer, à atteindre une forme de bonheur dans la consommation, et manque de peau, la consommation, ça entraîne toujours, en fait, c'est selon le mot qu'avait dit Guy Debord dans La Société du spectacle, c'est que en fait, chaque consommation provoque en fait de la nouvelle pauvreté, c'est-à-dire ça vous appauvrit à chaque fois, puisque à chaque fois que vous avez consommé, en fait, vous devez avoir besoin de quelque chose. C'est ça, c'est le capitalisme qui vous demande ça. Il crée en permanence des nouveaux besoins, parce qu'il a besoin en fait de nouveaux marchés, et donc ces nouveaux besoins, ils vous mettent dans un état de pauvreté face à eux. C'est-à-dire que vous venez de satisfaire un besoin, vous avez déjà
besoin de quelque chose d'autre. Donc vous êtes dans un état de pauvreté permanente, quel que soit finalement le niveau de votre salaire. Et du coup, nous, Français, on est contents parce qu'on voit que les Suisses aussi, ils sont pauvres. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. C'était évidemment une blague. Donc voilà, donc ça c'est une crise qui est générale et qu'on a vu notamment avec la crise de l'inflation de 2021-2023, où on a vu qu'en fait il y avait cette crise du pouvoir d'achat, hein, cette obsession du pouvoir d'achat, où à la fois le système capitaliste n'était plus capable en fait de donner les moyens aux gens de remplir la promesse qui était la sienne, c'est-à-dire en fait d'avoir cette espèce d'abondance d'objets à consommer ou de services à consommer en permanence. Et donc il y a effectivement là une tension qui est aggravée par la crise écologique, hein, puisque la crise écologique, elle nous dit quoi ? Elle nous dit précisément que cette course à la consommation, elle est en fait mortifère. Et donc il faut changer ce mode de vie. Donc c'est une crise aussi du mode de vie, la crise écologique. Et la crise du mode de vie, eh bien, elle est très mal ressentie aussi dans la population, parce que ce n'est pas la promesse qu'on lui fait. La promesse qu'on lui fait, c'est celle de cette abondance d'objets, de marchandises, toujours renouvelée et toujours insatisfaite. Donc il y a cette tension permanente qui est assez forte et qu'on voit quand même de façon assez forte dans la façon dont une partie de la société se cabre en fait, hein, sur un mode de vie un peu idéalisé qui serait celui notamment, hein, de ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, hein, de cette période effectivement de consommation de masse qui serait une sorte de référence et qu'on ne pourrait pas abandonner. Donc il y a cette tension, cette volonté de conserver en fait ce mode de vie qui aujourd'hui est mise à mal par la crise économique et la crise écologique. Et donc, ces trois crises ont la particularité, à mon avis, d'être liées au même facteur de base, hein, qui est le fait que les sociétés contemporaines sont centrées sur le besoin d'accumuler du capital et d'accumuler toujours plus de capital et de l'accumuler toujours plus vite. Et donc, en fait, c'est le point commun entre ces trois crises. Et c'est aussi ce qui empêche de régler, je dirais, une des trois crises indépendamment des autres. Je vais prendre un exemple. Pardon, je suis assez loin de votre question, mais je vais y revenir. Je vais prendre un exemple très clair. Bon, vous avez décidé, vous élisez un gouvernement. Alors, je sais que chez vous, les gouvernements ne changent jamais, mais mettons, vous élisez un gouvernement et vous dites, voilà, ma priorité, c'est la crise écologique. Donc, un gouvernement écologique, il décide de régler la crise écologique. Bon, pour régler la crise écologique, il faut absolument baisser drastiquement la production de CO2. Il faut donc des normes environnementales extrêmement sévères. Et donc, vous allez forcément brider en fait l'accumulation du capital. Et donc, vous allez avoir en fait inévitablement, vous allez avoir des secteurs qui vont se développer, bon, ça d'accord, mais en réalité, ça va être beaucoup plus difficile de produire de la valeur. Et donc, vous allez avoir un problème, vous allez accroître en fait le problème économique. Et puis la deuxième chose, c'est que vous allez vous retrouver face à des gens qui ne veulent pas changer, en fait, qui ne veulent pas changer en fait leur mode de vie, parce que en fait, on vous dit oui, mais en fait tout ça va être compensé par le développement des énergies durables, etc. Mais en fait non, parce que le fond, si vraiment vous voulez régler la crise écologique, il faut changer en fait le mode de relation aux besoins. Il faut en fait que les besoins soient déterminés par un autre critère que celui de l'accumulation du capital. Et donc, il faut que les besoins ne soient plus centrés sur la consommation. Il faut que les besoins soient centrés précisément sur qu'est-ce que c'est qu'une vie dans un environnement que l'on doit préserver et avec un certain nombre de priorités qu'on doit maintenir. Mais donc, en fait, vous allez forcément aller vers quelque chose qui ressemble à de la croissance ou à de la décroissance. Et donc, vous allez avoir forcément
des restrictions de consommation. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas continuer en fait, à vouloir régler le problème climatique ou environnemental de façon générale en faisant venir des containers de produits plastiques d'Asie. Enfin, ça me paraît relativement... Je sais que c'est pas... tout le monde... enfin, ça paraît évident, ça ne l'est pas tant que ça, puisqu'on continue de le faire. Mais enfin, voilà. Et donc, vous allez avoir, en fait, des tensions sociales extrêmement fortes. Parce que votre société, elle est structurée autour de cette centralité de l'accumulation du capital qui crée des besoins sociaux et qui amène les gens à construire leurs besoins autour de ces besoins construits par le capital. Donc, vous allez vous retrouver avec cette double crise. Et donc, vous allez accroître les deux autres crises. Si vous décidez de régler la crise économique, c'est un peu ce qu'a fait Joe Biden pendant ses 4 ans. Donc vous allez mettre à fond de l'argent public, vous allez soutenir les forages pétroliers, parce que, désolé, mais ça fait de la croissance et ça fait de l'emploi. Vous allez soutenir évidemment la consommation, vous allez soutenir tout ça. Et en fait, vous allez vous retrouver avec une crise écologique qui va être accrue et... c'est ce qui s'est passé dans le cas états-unien, avec une crise sociale, parce qu'en fait, pour faire de la croissance aujourd'hui, compte tenu de la faiblesse des gains de productivité, vous allez devoir en fait jouer sur à la fois les dépenses de l'État et puis jouer sur les rentes. Vous allez favoriser les rentes, c'est ce qui fait de la croissance en fait. Donc vous allez vous retrouver avec, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, une grande partie de la consommation qui va être en fait de la consommation contrainte, c'est-à-dire des assurances maladie, des assurances diverses, de la dépense de santé, de la dépense de logement. En fait, toutes ces choses qui sont comptablement de la consommation, mais qui en fait ne satisfait pas pleinement la promesse consumériste du système, puisque en fait vous allez vous retrouver avec une partie de dépenses arbitrables beaucoup plus faible qu'avant. Et donc, vous avez le sentiment de vous être appauvri. Quand bien même vos revenus seront plus élevés qu'auparavant, en fait, vous aurez le sentiment d'être appauvri. Quand vous rajoutez à ça l'inflation, qui par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais est aussi une forme de rente, là où il y a eu de l'inflation, c'est souvent dans les secteurs en fait, où il y avait la possibilité d'augmenter les prix pour compenser les volumes, donc dans les secteurs plutôt rentiers ou monopolistiques. Donc quand vous rajoutez à ça l'inflation, en fait, vous vous retrouvez avec une crise sociale. Et donc vous voyez, en fait, à chaque fois que vous essayez de régler un problème, vous vous retrouvez avec un problème qui s'accroît sur les deux autres pôles. Et ça, en fait, c'est dû au fait que votre société, votre environnement et votre économie est fondée sur le même principe qui est celui de l'accumulation du capital. Et donc, si vous continuez à vouloir régler un problème en ayant les deux autres pôles qui continuent à être dominés par l'accumulation du capital, à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas de solution. Alors, et c'est là où enfin j'arrive à la réponse à la question, c'est pas trop tôt. Comment on fait concrètement quand on est un capitaliste du côté du capital pour vivre dans cet environnement-là? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux grands secteurs. Il y a les secteurs productifs classiques qui, eux, sauf cas d'exception, c'est-à-dire des entreprises qui sont sur des niches, des entreprises qui ont des situations de quasi-monopole, qui donc sont plutôt à mettre dans le secteur entier. À part ça, en fait, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui dépendent très fortement des aides publiques pour avoir du profit et surtout pour augmenter leur profit. Et vous allez aussi avoir une partie des entreprises qui ne sont pas viables, en fait. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Alors, les chiffres sur les entreprises zombies ne sont pas très développés, mais on sait, par exemple, au Japon, il y a à peu près un quart des entreprises qui sont des entreprises zombies. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont non rentables, en fait, et qui ne survivent que parce que, en fait, on a une politique monétaire qui leur est favorable, on a des aides publiques, on a, en fait, un soutien d'une autre partie du capital qui vient en fait financer les pertes. Un des exemples de ces entreprises zombies,
je suis bien placé pour le savoir, c'est la presse. Alors, à l'exception de Mediapart, en tout cas en France, où on est, nous, une entreprise capitaliste saine, puisqu'on fait du profit, mais le reste de la presse française, en fait, ce sont que des entreprises zombies. C'est-à-dire, c'est des entreprises, si vous retirez le soutien de ce qu'on appelle les milliardaires, mais en fait, c'est le soutien d'autres secteurs du capital, c'est-à-dire Bolloré, il fait de l'argent, il a fait de l'argent beaucoup avec l'exploitation de l'Afrique, ben, il utilise cet argent-là pour financer les entreprises de presse qu'il détient. LVMH fait exactement la même chose. Donc vous avez en fait ces choses-là. Si demain vous retirez le soutien de ces gens-là, il n'y a plus de journaux en France, à part Mediapart, ce qui serait pas mal, mais en l'occurrence, ce sera pas le cas, parce que vous voyez que en fait, le capitalisme, ce n'est pas que du marché, il y a autre chose. Donc voilà, donc vous allez vous retrouver avec ce secteur-là, qui est un secteur en fait qui est sous la pression de la crise capitaliste. Et puis un deuxième secteur, c'est le secteur des entreprises rentières. Et là-dedans, vous avez évidemment la grande partie qui est celui des big tech. Et eux, en fait, ils ont une autre logique. Eux, ils sont devenus aussi puissants, aussi grands que les États. Et eux, ils ont un problème qui est en fait, ils ont compris que voilà, il n'y avait plus moyen de tirer de la valeur par les moyens habituels, parce qu'effectivement, il y a ce problème de la productivité qui est beaucoup trop faible. Et donc, leur but, c'est en fait de sécuriser leur rente. En fait. Sécuriser leur rente, ça veut dire quoi ? Ça veut dire surtout ne pas venir interférer dans le système que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce système où l'algorithme utilise les données des utilisateurs pour créer un utilisateur idéal auquel tous les utilisateurs doivent en quelque sorte se référer, et qui est un peu le client parfait des big tech, celui à qui on va pouvoir en fait refiler toute la pub qu'on veut, toutes les options qu'on veut, toutes les choses. Voilà. Et donc c'est ce phénomène qui est classique dans le capitalisme, de standardisation de l'individu, mais qui est là porté à un niveau, on va dire, scientifique, entre guillemets. Et donc, les big tech, eux, leur problème aujourd'hui, c'est qu'il faut sécuriser ce système-là. Pour sécuriser ce système, qu'est-ce qui les met en danger, ce système ? La première chose qui met en danger ce système, c'est les régulations étatiques. C'est-à-dire tout ce qui est... vos accès aux données, le fait que vous pouvez refuser de transmettre les données, les limites que les États peuvent faire justement à la puissance de ces entreprises, par les lois antitrust, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier danger. Le deuxième danger, c'est que vous ayez des phénomènes où les gens s'identifient à d'autres choses qu'à votre utilisateur moyen. Vous allez avoir des gens qui vont s'identifier par des communautés particulières, qui vont en fait chercher à se définir différemment. Et ça, c'est très embêtant parce que s'il faut en fait créer un algorithme pour chaque catégorie, en fait, vous faites baisser votre rentabilité. Donc le but, c'est d'avoir un seul utilisateur idéal qui s'impose à tout le monde. Et tout le monde doit avoir envie de devenir cet utilisateur idéal. C'est véritablement la domination de l'algorithme sur la vie. Et là encore, c'est le terme qu'utilise Debord, c'est la domination de la non-vie. Lui, il disait le capital, c'est la non-vie. Là, en fait, on le voit en marche, c'est-à-dire cette non-vie, c'est-à-dire la vie rêvée par le capital qui vient se coller sur la vie réelle et qui impose en fait sa règle à la vie réelle. Et la vie réelle ne doit pas résister. Et donc, en fait, et puis le troisième élément qui peut mettre en danger, c'est la création de concurrents qui ferait basculer en fait ce secteur rentier dans un secteur concurrentiel, et que là, à partir du moment où vous êtes dans un secteur concurrentiel avec
des problèmes avec un marché, ben là, en fait, vous vous retrouvez sur des problèmes de création de valeur assez classique, et donc vous retombez dans la catégorie précédente. Donc il ne faut pas en fait retomber dans cette catégorie-là, et donc il faut avoir le moins de concurrents possible. Alors, si je traduis ça en forme politique, ça c'est la situation dans laquelle on est en fait. C'est-à-dire que plus la crise du capitalisme s'approfondit, ce qui est le cas parce que la crise sanitaire a encore approfondi cette crise-là, plus la crise du capitalisme s'approfondit, plus en fait les réflexes de devoir se protéger pour le secteur entier sont renforcés. Alors comment ça se passe en termes politiques, si on doit traduire politiquement ? La lutte contre les réglementations étatiques, etc., ça se traduit politiquement par la lutte contre la bureaucratie étatique, la lutte contre le fait que l'État vous empêche d'avoir accès à tout un tas de choses que, en fait, votre fournisseur de réseaux sociaux voudrait bien vous donner, mais qu'il ne peut pas à cause de la bureaucratie, des règles liberticides mises en place par l'État. Voilà. Vous rêveriez d'avoir des images à longueur de temps de gens qu'on décapite, par exemple. Bon, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des règles. C'est dommage. Voilà. Donc, en fait, on brime votre liberté d'expression. Bon, voilà. Donc, vous avez tout un discours qui va se développer autour de ça. Et ça, ce discours rejoint une pensée, un courant idéologique, qui est le courant libertarien, qui, en fait de l'État, en fait, un rapace qui vient en fait réduire la richesse commune et en fait réduire la croissance. Et donc ils reprennent en fait, les big tech vont reprendre ce discours-là pour dire voilà, en fait il faut détruire l'État parce que en fait l'État brime à la fois votre liberté d'expression, puisque vous ne pouvez pas voir tout ce que vous voudriez voir et que nous, on veut bien vous donner, mais qu'on ne peut pas à cause des réglementations. Et puis, l'État, en fait, brime la croissance, parce que nous, on ferait beaucoup plus de profit si on n'avait pas toutes ces réglementations imbéciles. Donc, tout ça est entre guillemets, évidemment. Donc, vous avez une récupération, en fait, de cette pensée libertarienne contre l'État. Premier élément politique. Deuxième élément politique, l'individu standard, ce qu'on disait, l'individu standard. L'individu standard, c'est très simple. Ceux qui vont à l'encontre de l'individu standard, c'est ceux qui vont se définir par leurs particularités. Alors, par leurs particularités ethniques, sexuelles, sociales. En gros, c'est la naissance de la définition de ce que l'extrême droite et les big tech appellent le wokisme, en fait. Le wokisme devient, en fait, un ennemi parce que précisément, il vient perturber la création de cet individu standard de l'algorithme qui vous permet en fait de gagner beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, vous allez avoir une lutte contre ce wokisme qui vous empêche en fait de vivre comme vous voulez vivre, qui lutte contre votre liberté d'expression, laquelle liberté d'expression, c'est bien connu, consiste à faire ce que l'algorithme de YouTube vous conseille de faire. C'est évidemment ça, la liberté d'expression. Voilà. Et donc, effectivement, à cause des affreux wokistes, vous ne pouvez pas, en fait, regarder les blagues racistes sur YouTube que vous voudriez tant voir. Donc, et que, par ailleurs, l'algorithme aimerait bien vous proposer, parce qu'il sait que quand vous en regardez une, vous en regardez 10, et que ça, c'est vraiment bien. Donc vous avez la deuxième traduction politique qui est cette traduction anti-wokiste, là aussi entre guillemets. Et puis le troisième élément, l'élément anticoncurrentiel, ça c'est un autre élément qui est que ceux qui dominent la technologie aujourd'hui, ce sont les États-Unis, et ceux qui mettent en concurrence, enfin ceux qui sont les concurrents potentiels des États-Unis sur ce domaine-là, ce sont les Chinois. Et donc vous avez une traduction là géopolitique de cet élément-là,
que vous voyez dans la lutte autour de TikTok, comment ils ont essayé de récupérer TikTok et de l'américaniser, que vous voyez dans la lutte technologique pour empêcher la Chine d'avoir accès à un certain nombre de technologies officiellement pour des raisons de défense, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Sachant que vous allez avoir donc effectivement l'étape d'après de ce que je vous ai construit et de ce que je vous ai expliqué, qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une immense moyenne statistique. Donc c'est en fait les algorithmes que je vous ai racontés, mais dans sa version la plus perfectionnée en fait. Elle va vous donner la réponse de l'individu idéal tel que conçu par l'entreprise qui fabrique cette intelligence artificielle. Je fais juste une parenthèse, je suis désolé si je suis un peu long, mais après tout, je ne suis pas venu pour... J'en profite. Mais voilà, bon, vous savez, en France, on a cette affaire Betaram, qui a d'ailleurs été sortie par Mediapart. J'en profite pour faire un peu de publicité, abonnez-vous. Mais cette affaire Betaram, donc, et puis sur un plateau de télévision, vous avez une chroniqueuse d'extrême droite, enfin, non, pas d'extrême droite, membre d'une société de conseil. Donc là aussi, on parlait des entreprises rentières, ben voilà, société de conseil, c'est bien. Donc d'une société de conseil et qui nous explique que, évidemment, l'affaire Betaram est instrumentalisée politiquement. Et j'en veux pour preuve que j'ai demandé à l'intelligence artificielle si l'affaire Betaram était instrumentalisée politiquement. Et l'intelligence artificielle m'a répondu que oui, elle était instrumentalisée politiquement. Donc c'est bien la preuve qu'elle est instrumentalisée politiquement. Donc si vous voulez, c'est ça en fait. En fait, c'est évidemment ridicule, sauf que c'est exactement ça qu'ils sont en train d'essayer de créer. C'est-à-dire que vous allez avoir comme critère de la vérité cet instrument qui est un instrument de moyenne statistique, donc d'individu idéal qui va être construit autour de l'individu idéal pour les entreprises qui font de l'intelligence artificielle, c'est celui qui leur apporte le plus, tout bêtement. Donc c'est exactement là-dessus qu'on est actuellement. Donc très grande parenthèse, mais pour vous dire que en fait, le jeu géopolitique autour de la course à l'intelligence artificielle, c'est aussi un jeu politique autour de cette maîtrise du secteur rentier. Et puis ce secteur rentier, il a aussi besoin d'argent de l'État, et donc ça se traduit aussi politiquement par une maîtrise des comptes publics. Et donc quand vous avez ces 4 éléments, et ce n'est qu'une partie évidemment du tableau, encore une fois, on ne peut pas tout faire, mais ces 4 éléments-là, ils permettent en fait de comprendre, en quelque sorte, le Trumpisme, ou ce qu'on peut appeler le musco-trumpisme, puisque c'est la version nouvelle du Trumpisme. Vous avez effectivement une mainmise sur l'État fédéral, avec quand même l'homme le plus riche du monde qui est à la tête vraiment des entreprises de la big tech les plus, parmi les plus importantes, qui va évidemment venir avec des jeunes gens qui viennent tous de ce milieu-là pour prendre la main sur l'État fédéral, décider de ce que l'État doit dépenser, pas dépenser, de ce qu'il doit faire, pas faire. Donc c'est une mainmise complète. C'est-à-dire que c'est une réorganisation. C'est pas uniquement comme on peut le voir, par exemple en France, où effectivement, le capital profite très fortement des largesses de l'État. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment, on transforme l'État pour en faire quelque chose qui est conçu sur mesure aux intérêts du capitalisme rentier. Donc, ça, vous avez évidemment cette chose-là, accompagnée de tout le discours libertarien qui va avec. Un deuxième élément qui est effectivement la répression des minorités et des oppositions, parce que effectivement construire cet individu standardisé, ça suppose en fait se débarrasser de ceux qui ne veulent pas rentrer dans le moule, quoi. Et ça veut dire aussi que l'idée même de démocratie, elle n'a plus beaucoup de sens, puisque en fait l'État n'est qu'un instrument de l'accumulation du capitalisme rentier, et que les minorités, qui sont censées être
les droits des minorités qui sont censés être préservés par la démocratie, en fait, est une entrave à la constitution de cet individu moyen dont je vous ai parlé. Donc, on a la prise du pouvoir de l'État, la destruction des oppositions et donc des contre-pouvoirs et donc de l'état de droit et donc du cadre démocratique aux États-Unis. On a effectivement une politique maintenant une politique extérieure qui est une politique extérieure de prédation, c'est-à-dire que toujours dans cette idée du capitalisme rentier, il faut en fait sécuriser les ressources et les marchés. Sécuriser les ressources, pour les big tech, vous savez, les big tech et l'intelligence artificielle, tout ça, ils vont avoir besoin d'énormément d'électricité pour faire tourner leurs trucs. Donc, effectivement, l'électricité, c'est du pétrole, c'est du gaz, et donc il faut avoir accès à ce pétrole et à ce gaz. C'est aussi évidemment les terres rares, enfin ce qu'on appelle les terres rares, des métaux divers, des minerais, etc. Et donc il faut aussi avoir accès à ça. Eh bien, il faut avoir un accès direct en fait. Il ne faut pas passer par des intermédiaires qui vont vous faire payer. Non, non, il faut avoir des accès directs. Et donc là, vous comprenez mieux pourquoi, effectivement, on a un président des États-Unis qui propose l'annexion du Canada, l'annexion du Groenland, et qui dit même au Danemark, qui n'est pas tout blanc dans cette affaire non plus, mais bon, peu importe, qui dit même au Danemark, si vous ne me vendez pas le Groenland, je suis gentil, je vous propose de l'acheter, on envoie l'armée, quoi. Le Danemark qui est officiellement allié des États-Unis. Et donc, dans cette logique en fait de prédation, qui est la logique du capitalisme rentier, vous n'avez plus d'alliés, vous n'avez plus d'ennemis en fait. C'est plus la question. La question, c'est où sont les choses qui m'intéressent. Si c'est des alliés, je les traite comme si c'était des ennemis, puisque je le veux. Voilà. Et il faut que je le sécurise. Et la même chose pour les marchés. Par exemple, en Europe, et on voit déjà ça se dessiner, on voit bien que les droits de douane contre les produits européens vont être négociés, vont être mis en place, et puis ensuite on va négocier, par exemple, la réglementation numérique. Ça tombe bien, ça embête nos amis de la Big Tech. Mais aussi, par exemple, les programmes d'armement, ça tombe bien, les États-Unis ont plein de choses à vendre. Mais aussi, par exemple, les États-Unis, depuis, grâce à Joe Biden, sont devenus un grand producteur et de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Eh bien, vous pouvez, il faut que vous achetiez notre pétrole, notre gaz naturel liquéfié. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous aurez des droits de douane. Eh bien, vous n'aurez pas de protection militaire. Donc, en fait, parce que vous ne nous intéressez pas. Si vous ne jouez pas notre jeu, si vous n'êtes pas utile pour nous, vous ne nous intéressez pas. C'est une position complètement prédatrice, en fait. Et c'est ce qui explique aussi, en partie, cette espèce de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. C'est qu'ils sont sur des logiques assez comparables. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais si vous voulez, on pourra y venir. Et donc, ce que l'on voit, c'est que qu'on a une forme de de mise en place de ce qu'on pourrait appeler un technofascisme. Alors je suis conscient que c'est pas le fascisme des années 20 et des années 30 qui était plutôt qui avait une vision économique, disons, un peu différente. Mais c'est un fascisme adapté à notre époque, en fait. Et c'est ça, en fait, à mon avis, qui est intéressant. C'est que l'histoire ne se répète pas à l'identique, elle se répète selon les modalités de l'époque. Ce qui est certain, c'est que la crise du capitalisme, comme celle des années 20, la crise du capitalisme des années 2010 et 2020, produit, en fait, une monstruosité autoritaire, et que cette monstruosité autoritaire est en train de balayer la démocratie pour garantir en fait le maintien d'une croissance des taux de profit de certains. Et donc, moi, je pense qu'on peut utiliser le terme de technofascisme parce qu'on retrouve
certains traits en fait du fascisme d'avant. C'est d'abord une fascination pour la violence. Alors longtemps on nous a dit ah ben non, l'extrême droite n'a pas cette fascination pour la violence. Bon là en fait on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien qu'il y a de plus en plus un recours à la violence dans le discours et peut-être dans les faits, et certainement dans les faits d'ailleurs à des niveaux plus faibles. Donc cette fascination pour la violence. Et puis évidemment les attaques contre les minorités de toutes sortes, hein, la volonté de créer un individu national pur qui serait débarrassé de toutes les... Alors dans les années 20-30 c'était le bolchevisme et les juifs, mais aujourd'hui voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Ça prend une autre forme. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, un autoritarisme très fort, avec quand même, maintenant, c'était pas le cas avant, à part en France, mais voilà, avec une figure dominante. Là, en fait, Musk est en train de se proposer comme une forme de figure dominante de cette pensée-là. Alors, ce technofascisme, il est complètement différent. Évidemment, sur le plan économique, hein, il s'appuie plus sur le libertarianisme que sur l'intervention de l'État, comme ça a pu être le cas dans les années 30. Mais en fait, la logique est la même. C'est en fait de prendre l'État et de le transformer, de le modeler en faveur de la minorité au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Donc il y a plein d'autres choses à dire, mais peut-être je vais te redonner la parole. Moi j'avais juste une question de relance un petit peu sur vous avez parlé un petit peu sur la fin de l'option, disons, technofasciste, néofasciste, fasciste, peu importe un peu la définition précise qu'on donne ce soir à cette question, mais c'est quand même la nouveauté, et pas seulement aux États-Unis, de l'option, disons, par les classes dominantes, d'une option fasciste. C'est-à-dire en France, ça fait déjà un petit moment que Bolloré finance tout un projet assez large autour de ça. C'est quand même le ralliement des classes dominantes à cette option-là qui est le plus frappant, en tout cas pour ce qu'on peut voir en Europe, mais aussi évidemment aux États-Unis avec ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Et je pense que ça, si vous pouviez un peu donner des éléments par rapport aux 3 crises du capitalisme, et quelles réponses attendent cette bourgeoisie-là ou ces classes dominantes-là dans leur pays et à l'international, quelles réponses elles attendent de cette option-là, de cette option néofasciste, par rapport à des réponses qui ne sont pas évidemment les mêmes que dans les années 20 et 30, ce que vous avez mentionné aussi. Je te rajoute quand même parce que c'est quand même marqué quelle alternative à construire si tu arrives. Regarde comme tu veux, sinon on le prend dans la discussion. Mais je pense qu'il nous intéresse aussi, c'est les réponses finalement qui sont données, les fausses réponses, certaines impasses, au moins les esquisser. Et puis je pense que personne ne sait qu'est-ce qu'il faut faire exactement, donc peut-être soulever des questions et puis ensuite on passera la parole aussi au public pour des questions, des réactions, tout ce que vous voulez. Merci. Alors, ça va prendre plus de 15 minutes. Voilà, bref, tant pis. Alors, la première remarque, oui, parce que c'est vrai que là, je me suis un peu concentré sur la question du Trumpisme. Sur la question du Trumpisme, mais effectivement, il faut comprendre aussi ce qui se passe, notamment en Europe occidentale. Et je crois que, effectivement, l'extrême droite, et c'est un élément que j'ai pas mis en avant avec l'analyse du Trumpisme, mais qui en fait partie également. On est face donc à une crise inextricable. Vous avez face à cette crise, en gros, 3 options. Une option dont on va parler, qui est l'option alternative, mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui, sur le plan politique en tout cas. Une deuxième option qui est un peu le business as usual, hein, c'est-à-dire la poursuite du néolibéralisme traditionnel, néolibéralisme dégradé des années 2010, on va dire, c'est-à-dire en gros des réformes antisociales avec des transferts de fonds de l'État social vers vers le secteur privé. Donc ça, c'est la deuxième option, on va dire, c'est Macron chez nous, quoi. Et puis vous avez la troisième option qui est l'option rentière ou l'option, disons, d'ouvrir un contre-feu.
Mais par contre-feu, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une simple instrumentalisation, c'est quelque chose de structurel. Je vais m'expliquer. Le contre-feu, c'est quoi? C'est de dire, en fait, on refuse, en quelque sorte, d'admettre l'échec du capitalisme. Et donc, on va faire renaître, en fait, l'idée qu'il y a une redistribution possible à l'intérieur de ce capitalisme de bas régime. C'est-à-dire, vous avez donc alors en Europe occidentale, c'est encore plus qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que là, vraiment, le gâteau ne croît quasiment plus, il croît entre 0 et 1% par an. Bon, parfois, il stagne. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, dans cette stagnation, il faut faire des choix. Ce que vous prenez quelque part, ce que vous donnez à quelqu'un, vous devez le prendre à quelqu'un d'autre. Et donc là, vous avez deux options. Vous avez soit vous prenez et vous faites de la redistribution selon des niveaux de revenus, par exemple, c'est-à-dire que vous allez prendre aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, soit vous le faites sur d'autres critères, des critères ethniques en fait, ou nationaux, ou voilà. Et en fait, c'est ce critère-là que l'extrême droite européenne, et d'ailleurs l'extrême droite américaine aussi, celle du premier Trump et du Trump de l'opposition sous Joe Biden, utilisait en fait. Et ça fonctionne plutôt bien parce que, en fait, la promesse que vous faites, comme vous ne pouvez plus vraiment faire de promesses d'un monde meilleur, voilà, et que après 40 ans de néolibéralisme, vous avez intégré dans la population a intégré l'idée que si on prenait aux riches, ils partiraient, et que donc on ne peut pas leur prendre parce que c'est eux qui créent les richesses, blablabla. Donc en fait, qu'est-ce qui vous reste si vous voulez faire de la redistribution? En fait, vous prenez à certains membres de la communauté nationale que vous jugez pas vraiment membres de la communauté nationale et donc qui ne méritent pas en fait d'avoir de la redistribution, pour le donner à des vrais Français, des vrais Suisses, des vrais Italiens, des vrais Allemands, des vrais Anglais, des vrais ce que vous voulez. Donc en fait, vous faites une redistribution dans un système de jeu à somme nulle, enfin c'est ce que vous promettez, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, mais c'est ce que vous promettez. Et cette promesse-là, en fait, face à une classe, face à des classes populaires qui ont perdu en fait tout espoir de transformation, et en fait vous faites c'est bingo quoi. Et donc c'est ce qu'on voit en fait depuis notamment beaucoup depuis la crise sanitaire, parce qu'en fait cette question de la croissance a été encore plus forte, mais qui en fait est là depuis 15 ans. Donc voilà, ça c'est en fait le ressort par lequel l'extrême droite, en quelque sorte, progresse. Mais évidemment, c'est pas très crédible en réalité quand on regarde. Et donc, ce qui se passe, c'est que on utilise cette promesse de redistribution sur des critères ethno-culturels pour en fait mobiliser des majorités parlementaires ou des masses électorales très fortes, en fait, au service de ceux qui veulent avoir accès à l'argent public, et donc qui veulent avoir le contrôle de l'État, et qui veulent gérer aussi le capitalisme en crise. C'est-à-dire que j'en ai pas parlé, mais quand vous avez ces trois crises, en fait, vous avez une façon de le gérer en bas régime. C'est-à-dire, la rente, c'en est une sur le système économique, mais sur le système écologique, sur le problème écologique, vous pouvez dire, moi, je donne la priorité à l'accumulation, et donc ça suffit, toutes ces règles, toutes ces normes. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit pas seulement aux États-Unis, qu'on voit aussi dans l'Union européenne, où on voit en fait l'extrême droite pousser pour la suppression des normes, et une partie de la droite et du centre en fait aller dans ce sens-là, parce qu'en fait c'est l'intérêt du capital. Donc en fait vous allez avoir effectivement une instrumentalisation de la question des migrants, des migrations, etc., pour venir en fait créer une majorité
électorale en faveur d'une politique qui est une politique en fait de fuite en avant, on pourrait dire, du capitalisme. Donc ça, c'est à mon avis la stratégie de l'extrême droite européenne et de l'extrême droite américaine avec les particularités qu'on a vues. Et effectivement, ça explique pourquoi il y a de grands capitalistes effectivement, qui soutiennent ouvertement l'extrême droite. Et ça explique aussi pourquoi une grande partie du monde du capital est en train, et de la droite et du centre, est en train en fait d'intégrer dans son discours des éléments entiers de l'idéologie d'extrême droite. Et donc, j'en parlais récemment. Là, en France, on a François Bayrou qui, en 2007 et 2012, se présentait comme le centriste idéal, le défenseur des libertés fondamentales et des minorités, et qui lance un débat sur l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Quels droits ça donne? Quels devoirs on a? Etc. Qui est le truc qui, quand ça a été lancé par Sarkozy en 2007-2008, était quasi inacceptable pour la société française. Maintenant, voilà, ça passe. Donc, ça passe parce qu'il y a eu cette guerre culturelle. Alors, on pourrait encore beaucoup parler de ça, mais cette guerre culturelle qui est menée par une partie du capital en instrumentalisant les thèmes d'extrême droite. Et donc, on a une partie de la droite qui bascule et on a une partie du capital qui commence à se dire que c'est pas si mal. Et ça, effectivement, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'extrême droite, par exemple l'extrême droite française, qui avait un discours qui se voulait en fait social, bon, il n'a jamais vraiment été, mais enfin, qui se prétendait social, on voit bien qu'avec un Jordan Bardella, c'est plutôt une extrême droite qui est en train en fait d'intégrer des discours libertariens, néolibéraux, mais même libertariens. Donc on voit, c'est passé en France par Éric Zemmour, qui a été le premier à faire cette extrême droite libertarienne en 2022. Mais maintenant, c'est intégré dans la stratégie du RN. Donc on voit bien qu'il y a un rapprochement de l'extrême droite avec le capital et réciproquement, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement important et qui, en fait, est une sorte de carte de survie pour le capital dans cette triple crise que j'ai décrite tout à l'heure. Alors, pour finir juste sur les alternatives, donc moi, évidemment, je n'ai pas d'alternative précise à vous proposer, mais d'abord parce que je crois profondément que les alternatives sont construites par les hommes et pas par des gens qui leur disent ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est la seule façon, en fait, de la construire. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quand même... en fait, c'est deux choses. La première chose, c'est que si je crois à ce que je vous ai raconté, comme je vous l'ai dit, on a trois crises dont le point commun est la centralité de l'accumulation du capital. Et je pense que la construction d'une alternative, la construction d'une autre société, elle se fait en se débarrassant de cette centralité. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et cette centralité, on s'en débarrasse notamment par un élément qui est central, qui est la question des besoins, en fait. La question des besoins, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin ? Est-ce qu'on peut construire nos besoins autrement que comme on le fait aujourd'hui, où en grande partie les besoins sont construits de façon extérieure à nous par en fait une autre exigence qui est celle justement de l'accumulation du capital. Et donc comment on peut réfléchir à des besoins qui soient compatibles avec la situation écologique, qui soient compatibles avec une vie décente, et qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Donc toute cette réflexion, une réflexion profonde, philosophique, mais à mon avis elle est nécessaire pour construire cette alternative. Je ne pense pas qu'on peut construire en fait l'alternative là simplement en gagnant, même, c'est pas du tout d'actualité, mais en gagnant des élections, quoi. Tout simplement parce qu'en fait, on va se retrouver dans la situation que je vous ai décrite, c'est-à-dire en fait, on va essayer de gérer un monde
qui est de toute façon hostile à toute alternative et qui est aux abois. Donc on ne va pas y arriver. Donc il vaut mieux avoir en fait les outils qui permettent, une fois qu'on les a réfléchis, qui permettent en fait de modifier cette centralité de l'accumulation dans la société. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais écrit il y a 2 semaines quelque chose là-dessus, c'est que face à ce qui est en train de se passer, et qu'il faut quand même avoir comme conscience, enfin, il faut avoir conscience que c'est véritablement un désastre démocratique. Je pense qu'il faut évidemment défendre ce qui peut l'être, c'est-à-dire il faut soutenir les gens qui défendent évidemment l'état de droit et les contre-pouvoirs aux États-Unis, mais aussi, pourquoi pas, demain en France. On ne peut pas exclure que demain l'extrême droite arrive au pouvoir en France. On ne peut même vraiment pas l'exclure du tout. Donc il faut évidemment avoir cette politique défensive, mais il faut avoir quelque chose, il faut que la résistance, entre guillemets, ou en tout cas l'opposition, à mon sens, puisse proposer de pouvoir se projeter dans quelque chose de nouveau qui soit dans un avenir qui soit désirable pour les populations aujourd'hui et tant que faire se peut aussi crédible. Et ça, effectivement, ça se fait par la réflexion, par des discussions, par du débat, par aussi le fait qu'à un moment, il faut aussi sortir. Je ne le dis pas du tout pour les gens qui sont là, mais je le dis aussi pour moi, mais il faut sortir d'une forme de passivité qui est induite par le système lui-même, qui en fait vous met en position de spectateur. Et ces histoires d'algorithmes et d'intelligence artificielle le font encore plus, développent encore plus ça. Vous avez une question, un problème, tac, vous appuyez, vous allez avoir votre réponse et on n'en parle plus. Et c'est de ça en fait qu'il faut sortir. Il faut effectivement se saisir de la complexité du monde, non pas en disant « Ah, c'est trop complexe et donc on ne peut plus rien faire », mais en s'en saisissant réellement et en essayant de voir comment on peut concrètement la modifier dans un sens qui est souhaitable. Et ça, c'est le travail, ce serait en tout cas le travail des organisations politiques, mais aussi des penseurs, des intellectuels. Et je pense que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Façon un peu, voilà, je pense que ça manque un peu. On manque un peu de cette ambition-là, qui est une ambition qui n'est pas simple, mais la situation, elle est tellement grave qu'on ne peut pas avoir recours à des solutions simples. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut sortir de certains réflexes qu'on a, mais peut-être on en reparlera, mais de se dire, en fait, on va régler les problèmes avec un taux d'imposition sur les plus riches, quoi. C'est tout à fait nécessaire, un taux d'imposition sur les plus riches. Moi, j'y suis tout à fait favorable, mais c'est qu'une toute petite première partie de l'étape, quoi. Donc, et il faut en fait que cette imposition, que ce travail-là, il soit au service de quelque chose qui soit plus ambitieux, qui soit véritablement transformatif. Et donc, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas attendre, en fait, d'un impôt sur les milliardaires qui vous règle tous les problèmes qu'on a décrits là depuis 1h30, quoi. En fait, c'est beaucoup plus... la situation est beaucoup plus ardue et beaucoup plus complexe que ça. Et donc, il faut se retrousser ses manches, quoi. Enfin, tant qu'on peut, quoi. Voilà. Je crois que c'est la bonne transition pour aller vers des questions ou des remarques. Donc peut-être qu'on va prendre 3 premières questions, remarques que vous aimeriez faire. Merci beaucoup pour vos réflexions. Vous avez parlé sur la centralité de l'accumulation de capital pour ces 3 crises. Et je suis d'accord, c'est très important. Mais il me semble qu'il y a quelque chose encore plus important peut-être, parce que cette accumulation, c'est basé sur l'extraction des ressources naturelles et de la colonisation des autres gens. Et souvent, les deux ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, vous avez certainement entendu parler qu'en Suisse, au début du mois de février, on a eu une initiative populaire qui proposait de respecter les limites planétaires. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les semaines qui précédaient cette votation et suite à la votation, la quasi-totalité de nos médias titraient « Climat, déni climatique ». Et en fait, on ne parlait que d'une seule des 9 limites planétaires qu'on enregistre d'habitude. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure vous pensez que, au fond, c'est un peu voulu comme un plan B capitaliste couleur verte et qui consisterait à ne s'attaquer qu'au climat parce qu'on a des trucs à vendre, en fait. On a des solutions. La voiture électrique pour continuer à vendre des voitures, des rénovations pour continuer à avoir des trop grands appartements et des résidences secondaires multiples, des énergies alternatives pour promettre qu'on va pouvoir continuer à gaspiller autant d'énergie qu'on veut. Et puis, en fait, on fait l'impasse sur les autres limites planétaires. Au fond, moi, je le vois un peu comme un plan B, mais je voulais savoir comment vous voyez ça. Voilà. Sur la centralité de l'accumulation et donc la question de l'extraction des ressources, en fait la centralité de l'accumulation, c'est l'extraction des ressources naturelles et l'extraction évidemment du travail aussi, c'est l'exploitation du travail. Il y a cette double exploitation qui d'ailleurs correspond aux 2 autres crises que celle de la crise écologique et la crise sociale, ce que j'appelle la crise sociale. Et évidemment, il y a un élément important, et vous faites bien de le souligner, qui est évidemment l'élément géopolitique de cet élément-là, de cette vision-là, c'est que pour avoir accès aux ressources, il faut coloniser, si vous voulez. Coloniser, on a l'impression que c'est un truc du 19e siècle, etc. Mais il y a des formes de colonisation contemporaines qui sont des colonisations par la dette, par les entreprises, par il y a un historien qui s'appelle Quinn Slobodian, un de ses livres vient de sortir en français et qui insiste beaucoup sur cette notion de ce qu'il appelle la zone, c'est-à-dire les trous dans la réglementation. Vous avez un pays normal, ça en Suisse vous connaissez bien, puis vous avez plein de petits trous dans la réglementation, vous avez des communes, des cantons, le Liechtenstein, des trucs un peu bizarres comme ça, où on peut faire en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et en fait, ça, dans la colonisation contemporaine, vous avez beaucoup ça. C'est-à-dire vous allez négocier avec tel régime de tel continent des droits sur telle mine de lithium, telle chose comme ça. Et vous allez avoir accès à de la main-d'œuvre qu'on va vous faire venir ou que vous ferez venir. Et puis on ne sera pas trop regardant sur... voilà. Donc vous avez des formes de colonisation en fait, qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui qu'avant. C'est, par exemple, les travailleurs du sous-continent indien en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, c'est une forme de colonisation... je ne dis pas inversé parce que ce n'est pas inversé, mais c'est une forme de colonisation, je dirais, par extraction. C'est-à-dire vous allez chercher de la main-d'œuvre là-bas et vous les maltraitez. Et voilà, et ces gens-là sont coincés là-bas. Et voilà, mais vous utilisez en fait la misère de ces gens-là pour les faire venir et les exploiter. Vous avez des formes de colonisation. La Chine utilise beaucoup la dette, ses ingénieurs aussi, pour pouvoir avoir la main mise sur certaines ressources, sur certaines formes. Ce sont des formes de colonisation moderne. Évidemment, les États-Unis font ça aussi. Alors là, avec Trump, c'est même plus de la colonisation, puisque maintenant, lui, il fait de la conquête directe. Mais effectivement, c'est une forme c'est une des facettes de cette exploitation du capital et qui nous amène à une deuxième facette, qui est la facette géopolitique, avec effectivement une concurrence d'autant plus forte que la croissance mondiale ralentit. Et donc vous avez une concurrence entre les grandes puissances pour pouvoir contrôler un maximum en fait de territoires, de marchés et de ressources, et que donc vous avez là une course en fait un peu aux ressources qui est
assez classique de l'impérialisme en fait sous le colonialisme, sous le capitalisme, et que l'on voit vraiment renaître de façon très très claire. Et là, l'accord qui est en train de se dessiner autour de l'Ukraine, c'est vraiment ce type d'accord, c'est-à-dire les États-Unis se réservent une partie du pays avec des ressources en minerais notamment qui les intéressent, et puis pour avoir la paix, ils laissent une partie de la même chose aux Russes, quoi. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage du monde et qui effectivement est encore accru d'ailleurs par la démarche de Trump, qui lui en fait assume totalement cette vision-là du partage du monde, en attendant peut-être d'aller à la confrontation directe avec la Chine. Alors moi j'avais beaucoup été intéressé par cette votation sur les limites planétaires. Je trouvais que c'était un peu le minimum, quoi. Enfin, je sais pas, non ? De ne pas dépasser des limites planétaires, ça me paraît, quand on vit sur une planète, ça me paraît un peu... on ne devrait même pas avoir à faire une votation là-dessus, normalement. Bon. Il se trouve qu'en fait, non, vous voyez, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est bien, ça donne raison à l'analyse que je viens de faire, donc je suis plutôt content. Mais effectivement, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important ce que vous dites, parce que, alors je ne sais pas si c'est un plan, si c'est un machin, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit notamment dans les discours autour de la croissance verte, c'est une focalisation complète sur la question du réchauffement. Et des gaz même en fait des émissions de gaz à effet de serre, même pas du réchauffement, parce qu'en fait le réchauffement il est hors de contrôle, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'idée que effectivement la poursuite de l'accumulation serait compatible avec la baisse, la stagnation, voire la baisse des gaz à effet de serre. Et en fait on oublie effectivement tout le reste. Et d'une certaine façon, on se paye le luxe de pouvoir faire l'exploitation, poursuivre l'exploitation de la nature en parallèle, parce qu'on aurait ça. Et effectivement, c'est une... alors je ne sais pas si c'est un complot, mais c'est une fraude, ça c'est sûr. Parce que, d'abord, en fait, le réchauffement climatique est déjà hors de contrôle. Et donc, il nous faut un peu plus que la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 dans la situation dans laquelle on est. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la crise écologique, elle est multifacette et que, en fait, la façon dont est abordée la gestion de ces crises-là, quand elle est abordée, c'est-à-dire pour beaucoup de limites planétaires, on n'en parle même pas, mais par exemple sur les questions de biodiversité, en ce moment, aux Nations Unies, ce qui se fait, c'est la financiarisation de la biodiversité. Donc la création d'un marché de compensation de biodiversité. Et donc vous allez, par exemple, vous faites votre autoroute, vous allez détruire des zones de biodiversité uniques ou rares, et en fait, vous allez acheter un droit à la destruction que vous allez, qui va être échangé contre la construction d'un projet de biodiversité à l'autre bout du pays et qui n'aura rien à voir en fait avec ce que vous avez détruit. Et évidemment, ça n'a strictement aucun sens. Mais vous voyez comment c'est fait. En fait, on économise, on capitalise la biodiversité. On en fait un objet en fait d'économie. Le capitalisme, c'est Jérôme Bachet, qui est un historien, qui dit ça, c'est le monde de l'économie. C'est-à-dire c'est le monde qui ne pense que par l'économie. Et l'économie, c'est ça, c'est de l'accumulation du capital. Là, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez un problème de biodiversité, il y a un marché pour ça. Donc, évidemment, ça ne va pas régler les problèmes de biodiversité. Mais en fait, on a la création comme ça de fausses solutions qui permettent de faire croire que ça va continuer en fait, comme avant. Et je pense que ce déni, il est quand même très fort, notamment chez ce que j'appelle un peu les néolibéraux, c'est-à-dire ceux qui ont perdu contre Trump. Parce que Trump, c'est même pas c'est du déni, mais lui, c'est même pas ça. C'est qu'on continue, on accélère en fait. Lui, il n'y a même pas de problème. Les autres disent il y a un problème, on va le régler et ce sera bien pour nous. Mais lui, il dit il n'y a même pas de problème en fait. On va nier complètement
ce problème-là. Donc c'est encore un ton... je ne sais même pas si c'est un ton au-dessus, parce qu'en fait l'autre n'est pas très bien non plus. Mais en tout cas, c'est clairement une situation qui est très dangereuse, parce qu'effectivement, on est face à deux dénis qui occupent la presque totalité de la sphère politique aujourd'hui, quoi. J'avais deux questions. La première, c'est que vous avez beaucoup parlé du secteur capitaliste rentier. Et puis à côté, vous avez évoqué un secteur qui serait plus dans un cadre, entre guillemets, concurrentiel classique. Qu'est-ce qui devient ce secteur-là? Il est complètement subordonné, il est rallié au secteur rentier, il est en opposition, il ouvre éventuellement des espaces pour autre chose ou pas? Et puis la deuxième question, c'est, vous avez souligné la centralité, l'accumulation du capital dans les trois crises que vous avez évoquées. Je peux que partager ce point de vue, mais ça peut aussi, cette centralité, et de mettre l'accent sur cette centralité, ça peut aussi, je dirais de manière indirecte, renforcer le sentiment, comment on fait. Je dis, parce qu'au fond, pour changer quelque chose, il faut abattre le capitalisme. Alors, de certains points de vue, je dis oui, tout à fait, mais ça met la barre très haut pour résister, pour éventuellement ouvrir des débuts de chemin alternatifs, des revendications qui mènent vers un début de changement possible, ce qu'on a pu appeler des revendications transitoires vers autre chose, etc. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai trois petits commentaires. En fait, je suis d'accord avec vous par rapport à la centralité que vous donnez à l'accumulation du capital. Par contre, je me pose des questions au sujet du fait que vous êtes en train d'évacuer complètement la question affective dans toute cette question politique vis-à-vis du racisme, par exemple, et de la suprématie raciale. Ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, c'est aussi, on peut même parler avant de ce qui s'est passé en Argentine avec l'élection de Milei. On parle d'un type de libertarianisme américain qui vient de l'école économique autrichienne, dont ce qu'on retrouve, c'est une envie un anarcho-capitalisme, c'est-à-dire on a envie de démanteler l'État complètement, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir s'assurer l'accumulation du capital, mais aussi parce que la démocratie et les droits et cette notion de citoyenneté, ça nous embête précisément pour pouvoir accumuler les capitales. Et cette école autrichienne dont Milei se réclame, dont Elon Musk se réclame, c'est une école qui, à différence des Hayek et compagnie, ils soutiennent l'apartheid racial. Qui c'est d'ailleurs, juste pour petit rappel, Elon Musk, il a grandi en Afrique du Sud et il connaît bien l'application concrète de cet apartheid. Donc je pense qu'il y a, finalement, pour revenir à la question libertaire, vu que vous avez cité Slobodian, il y a aussi, je pense que vous avez raison, il y a une crise, on se retrouve maintenant dans l'intensification des crises du capitalisme, mais il y a aussi la question du plan précisément de ces courants libertaires qui d'ailleurs ont été créés ici en Suisse dans les années 50, où Rothbard avait déjà créé des stratégies de comment pouvoir arriver à capturer l'État pour pouvoir les démanteler. Donc il y a ces deux choses qui se retrouvent, et la crise qui est une lecture plutôt symptomatique de la situation, et le plan, un peu conspiration, un peu oui, qui est mis en place depuis très longtemps. Merci. Alors moi, c'était plus pour parler un petit peu de solution, puis de rebondir sur un truc que vous avez dit avant, à la toute fin de votre discours, c'était taxer les riches ne serait pas vraiment une solution. En tout cas, ne serait pas, entre guillemets, bien sûr, ça ne serait pas suffisant, mais
je trouve que ça donnait... C'était un peu une facette peut-être un peu trop négative à mon goût. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que si on regarde un petit peu tous les problèmes que vous avez évoqués de façon systémique, et puis qu'on considère qu'au final, l'accumulation des richesses ici, elle est un peu synonyme à l'accumulation de pouvoir aussi, est-ce que c'est pas un petit peu naïf de se dire que ça peut pas faire vraiment partie de la solution d'essayer de taxer les riches? Et quand je parle des riches, attention, je ne parle pas des gens, des grands patrons, des gens riches comme on le perçoit, qui gagnent quelques millions par an, etc. On parle vraiment du 0, voire 0,1% des plus riches. Et on voit, il y a plein de statistiques maintenant, comme le montrent par exemple des observatoires des inégalités ou de la taxation, qui montrent que c'est ces richesses-là qui se sont vraiment accumulées ces dernières années suite à tout ce que vous avez décrit. Donc, est-ce qu'en réalité, on ne devrait pas être nous-mêmes un petit peu, jouer un petit peu sur leur terrain et être un petit peu extrême et trouver notre bouc émissaire finalement chez ces ultra riches? Et peut-être est-ce que le début de la solution, si on devait en énoncer un, est-ce que ce ne serait pas quand même là? Ok, merci. Merci pour ces 3 questions qui sont très importantes et très intéressantes. Alors attendez, il faut que je retrouve mes notes du coup. Ah oui, alors ce que disait monsieur d'abord sur donc l'autre partie du capital. Donc c'est effectivement quelque chose sur lequel je me suis pas je suis pas trop allé. Donc ce capital, il est soumis en fait directement lui à la tendance de la baisse de la productivité. Donc en fait, il est soumis à une baisse de sa capacité en fait à pouvoir créer des profits. Alors il y a quelques contre-tendances qui lui sont proposées. Hein. La finance, le crédit en est une. Les aides de l'État en sont aussi une autre. Et effectivement, il est quand même extrêmement affaibli par rapport au capitalisme rentier. Ce qui fait que il pourrait, tout ça est au conditionnel parce qu'en fait, on est vraiment au début du phénomène, il pourrait être effectivement subordonné au capitalisme de rentier, au capitalisme de big tech. Et je pense notamment, on voit bien à tout ce qu'on appelle l'écosystème qui a été créé par Amazon en quelque sorte, hein, qui met dans son giron en fait tout un tas de commerçants ou même de particuliers qui font du commerce et qui en fait les utilisent pour venir faire fonctionner son propre système. La difficulté, c'est qu'en fait, le capitalisme rentier, il ne peut pas vraiment exister sans l'autre forme de capital, parce que le capitalisme rentier, il a beau être prédateur, en fait, il est toujours prédateur de quelque chose, et il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit créé au départ pour que le capitalisme rentier puisse s'en saisir. Donc, il y a en fait un équilibre un peu difficile qui se met en place entre ces deux formes de capitaux. Et moi, je trouve que par exemple la situation française est assez intéressante là-dessus parce que on n'a pas de big tech en France évidemment, mais on a notamment des secteurs rentiers comme l'immobilier, la gestion d'actifs, des choses comme ça, la finance de marché, qui en fait peut être assimilé à une forme de capitalisme rentier. Et puis on a un capitalisme productif qui lui est très très dépendant des aides publiques. Et en fait, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est un peu une politique où on se met d'accord. En fait, on essaye de mettre d'accord les deux pôles du capital par une politique d'austérité en fait. C'est-à-dire en gros on dit la finance on va la rembourser, on va rembourser les marchés financiers, on va donner des garanties aux marchés financiers en baissant le déficit, et comme on ne veut pas arrêter de donner des aides au capital productif, en fait on va réduire, on va faire porter la baisse du déficit principalement sur les dépenses sociales et l'État social. Donc ça peut être une option. L'autre option, c'est une prise de contrôle du capitalisme productif par le capitalisme rentier. Et la troisième option, c'est celle qui est évoquée notamment
récemment par Cédric Durand, qui est professeur à Genève à côté d'ici, dans un article qui est paru dans Contretemps, et qui dit c'est peut-être effectivement un allié pour ceux qui veulent combattre le capitalisme rentier. Moi, j'avoue que je suis assez sceptique là-dessus parce que, en fait, je ne suis pas sûr que les intérêts de ce capitalisme productif de bas régime soient compatibles avec ceux du monde du travail, quand bien même ils seraient en opposition avec ceux du capitalisme rentier. Donc voilà. Mais ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles il faut réfléchir et travailler. Sur la centralité de l'accumulation du capital, et ça rejoint, du coup, je vais répondre à la question de monsieur en même temps, je reviendrai à la question de madame après, mais ça me semble assez proche en fait. Est-ce qu'on ne met pas la barre un peu haut ? Oui, on la met très haut, ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. En fait, moi, l'idée, c'est aussi de dire... l'idée que j'ai, c'est aussi de dire que qu'il ne faut pas se confronter à la complexité de la chose. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est la domination du capital, et le capital, c'est une abstraction. C'est une abstraction créée par l'homme, mais c'est une abstraction. Donc, il y a quelque chose qui est... si on veut mener véritablement le combat, il y a un élément culturel central qui est mené par les gens d'en face, et que nous, on doit mener aussi. Et en fait, cette centralité de l'accumulation, cette priorité donnée à l'accumulation dans la société, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est pour moi une clé qui permet en fait d'ouvrir d'autres portes, qui sont beaucoup plus concrètes, comme celle des besoins, comme celle de l'organisation sociale, l'organisation des lieux de production, toutes ces choses-là. Donc ça ouvre en fait des portes, plus que pour moi en tout cas, ça ne nous terrorise parce que c'est trop haut et on n'y arrivera jamais. Évidemment, on ne va pas le faire du jour au lendemain, enfin c'est impossible. Donc c'est un processus. Et donc effectivement, dans ce processus, il y a différents outils. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'à chaque étape du processus, à chaque proposition qu'on fasse, que l'on va mettre en avant, on ait cet objectif-là en fait en tête, et qu'on le fasse dans le cadre de cet objectif-là. Et c'est là où ça rejoint la remarque de monsieur que je comprends complètement. Et encore une fois, je vais être très clair, je ne suis pas opposé à la taxation des plus riches. En fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi faire ? Si vous voulez taxer les plus riches pour financer quelque chose, en fait, vous allez avoir besoin des plus riches, parce qu'ils vont vous financer quelque chose. Et oui, il va falloir qu'en fait, ils accumulent pour que vous puissiez le taxer et que vous puissiez le financer quelque chose avec ça. Si, à l'inverse, vous voulez taxer les plus riches pour qu'il n'y ait plus de plus riches, ça, ok, on est d'accord. Et je vais même vous dire, évidemment, bien sûr, et... Pardon ? Je ne sais pas ce que ça réglerait, mais en tout cas, ça ouvrirait un premier pas. Et en fait, c'est exactement la réponse que je fais aussi à monsieur. C'est-à-dire, si dans cette option-là, si cet outil-là, il est utile pour parvenir à quelque chose qui nous rapproche d'une société où l'accumulation n'est plus centrale, et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt de dire, en fait, on va taxer les riches pour financer, par exemple, la transition écologique ou je ne sais quoi. Mais en fait, si votre transition écologique dépend de la taxation des riches, elle dépend des riches. Vous êtes dépendant des riches. Vous avez besoin d'eux. Il faut le savoir. C'est juste ça. Si votre but, c'est en fait de ne pas faire en sorte qu'il y ait une accumulation dans un premier temps excessif, dans un deuxième temps, on verra. Dans un premier temps excessif, bah oui, évidemment, bien sûr. Et ça me paraît évident. Mais dans ce cas, la question, elle est même... Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas effrayé parce qu'ils vont partir, du coup, je ne sais où, machin. Évidemment, c'est même... ça me paraît une évidence. Mais à ce moment-là, on est bien d'accord que ce n'est pas 2%. D'accord. Bon. Non, mais voilà. Si vous voulez, la seule chose qui m'a amené à faire cette remarque-là, c'est que je trouve que cette question est beaucoup trop centrale, en fait. Et que du coup, on perd
encore une fois, elle est importante, et c'est pas du tout pour dénigrer ou dire ah mais c'est n'importe quoi. Je trouve qu'elle est beaucoup trop centrale et qu'on perd en fait d'autres éléments essentiels sur lesquels il faut agir et sur lesquels on n'agit pas en fait. Et notamment dans le domaine, on en a parlé, limites planétaires, etc. Et donc il y a un peu cette idée de formule magique, ça va tout régler. Et moi, je dis simplement, non, c'est un instrument, c'est un outil. Je pense que ça peut être un bon outil si on est d'accord sur cette chose-là, mais ce n'est pas effectivement ni une formule miracle, ni quelque chose qui vous permet de financer autre chose. Ça, le financement, il faut réfléchir à autre chose, parce que sinon, vous êtes dépendant, et c'est tout le problème de la social-démocratie, qui très longtemps a pensé qu'il suffisait de faire ça pour en fait avoir un financement à l'État social. Et en fait, quand les riches n'ont plus voulu payer pour l'État social, en fait, ils se sont retrouvés... voilà. Donc, il faut aussi retenir cette leçon-là. Mais je vois que finalement, on est d'accord, donc tout va bien. Et madame, alors, la réflexion de madame sur... en quelque sorte, le racisme systémique de la pensée libertarienne et le fait que ça fait partie du plan. D'abord, merci, parce que c'est une remarque qui est extrêmement intéressante. Pour moi, en tout cas, ce n'était pas quelque chose de secondaire. C'est peut-être l'impression que ça a donné parce que je me concentre beaucoup sur la question économique. Mais quand j'ai parlé en fait de la construction de l'anti-wokisme, en fait, pour moi, c'est un terme général, mais en fait, c'est aussi ça. L'anti-wokisme, c'est aussi l'antiracisme, en fait. Et c'est le fait que le renversement incroyable auquel on a assisté, notamment dans le débat français, c'est quand même quelque chose d'incroyable, qui est que les antiracistes deviennent les racistes, en fait. Hein, et ça, en fait, vous avez raison, c'est quelque chose qui a été fait exprès, en fait. On a construit un discours autour de ça. Et donc, je pense que aussi, et là aussi où vous avez raison, c'est que dans la pensée libertarienne, et vous avez l'air de très bien la connaître, donc je ne vais rien vous apprendre, mais on va en parler pour les autres, mais notamment Murray Rothbard, en fait, c'est une pensée qui justifie l'inégalité sociale, mais aussi l'inégalité raciale et génétique. Il a écrit un texte, donc Murray Rothbard, c'est un économiste américain, qui est une des références de Javier Milei, donc le président argentin. Un de ses chiens s'appelle c'est deux chiens, il y en a un qui s'appelle Murray et l'autre Rothbard d'ailleurs. Et donc c'est un penseur qui est un peu le maître de l'anarcho-capitalisme. Lui, il ne veut plus du tout d'État, donc il est dans la version vraiment extrême. Et en 1973, je crois, il a publié un texte qui justifie les inégalités génétiques, en fait. Et en fait, tout ça est assez logique. C'est-à-dire, vous allez avoir, en fait, l'idée que ceux qui réussissent grâce à leur patrimoine génétique. Et naturellement, évidemment, les Blancs réussissent mieux que les autres. Et donc, vous avez une justification, en fait, du racisme sous couvert de dire non, tout le monde est égaux devant le marché, devant tout ça. Tout ça, évidemment, n'existe pas. La réalité, c'est que, en fait, le libertarianisme, c'est une pensée. Et c'est sa grande différence avec l'anarchisme. C'est une pensée qui accepte les rapports de force existants, y compris évidemment les rapports de force raciaux, et qui même les justifie sur le plan théorique. Alors est-ce que c'est un plan est-ce qu'il y a un plan ? Oui, on sait qu'il y a eu un plan, on sait qu'il y a un travail qui est fait par les néolibéraux et par une partie des libertariens pour s'imposer. C'est une pensée qui est très forte aux États-Unis et dans certains pays, notamment en Amérique latine. Voilà. Après, moi, l'idée que j'ai, la position, la vision que j'ai, c'est que en fait, le plan, il ne fonctionne que si vous avez des conditions matérielles qui permettent à ce plan de se déployer. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la crise capitaliste, qui pour moi est l'occasion qui permet, si vous voulez, à cette pensée, très honnêtement, je ne sais pas, peut-être que je suis naïf, mais après tout, on y est tous un peu. Mais c'est vrai qu'en 2018-2019, si on m'avait dit que les libertariens arriverait au pouvoir aux États-Unis et serait une école de pensée dont il faudrait que je parle en Suisse,
J'aurais dit non, je pense pas, non. Je pense pas. Et donc il y a quelque chose qui est assez incroyable en fait et ça a commencé effectivement avec l'Argentine où on prend où cette pensée en fait se saisit de cette crise, l'utilise pour développer son agenda. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cet agenda était cohérent en fait dans le cadre du capitalisme contemporain. Mais vous avez entièrement raison, en tout cas, d'insister sur le caractère systémique du racisme, de l'inégalitarisme, et de l'inégalitarisme non seulement social mais aussi génétique de cette pensée-là. Elle est structurante. Et c'est pour ça qu'il se retrouve avec l'extrême droite. Il y a cet opportunisme que j'ai dit, mais cet opportunisme, il est lié aussi au fait que voilà, ils n'allaient pas se mettre avec le NPA en France. C'est pas leur truc. Donc ils vont évidemment s'allier avec. Après, il y a des positions de certains capitalistes qui peuvent être un peu plus opportunistes, voyant la montée de l'extrême droite. Voilà, ils disent, voilà, on utilise ce truc-là. Voilà, mais évidemment, des gens comme Bolloré, comme Sterrin en France, sont évidemment des idéologues et ils utilisent effectivement des forces politiques qui sont conformes à leur idéologie pour parvenir au pouvoir et développer leur agenda. Voilà. Je crois qu'on va passer à la conclusion. Déjà, je pense qu'on va te remercier, te féliciter. On peut l'applaudir parce que c'est... Je pense qu'à ce stade de la soirée, si ce n'était pas déjà le cas avant, on est conscient et consciente de la guerre qui nous est menée aux êtres humains, aux vivants, aux peuples dans le monde, et qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire ce que tu as dit, c'est-à-dire déjà de sortir de la passivité, de rentrer en résistance collective. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est le soir aussi pour pouvoir s'engager, que ce soit au sein du syndicat des services publics, vous pouvez le faire à travers directement leur site web, ou également il y a des délégués syndicaux, secrétaires syndicales qui sont là aussi ce soir pour parler. Si vous voulez vous engager, vous organiser sur votre lieu de travail, et d'ailleurs vous pouvez aussi être membre pour soutenir le syndicat si vous n'êtes pas travailleur ou travailleuse de ces secteurs. Et également, si vous voulez vous organiser hors des lieux de travail, c'est aussi possible de le faire avec Agisson, où on essaie d'organiser les gens directement sur les lieux de formation, mais aussi directement là où vous vivez, en essayant de construire un maillage du territoire pour pouvoir mener des campagnes relativement concrètes, dont cette année, on va aussi voter sur la question des droits politiques pour toutes les personnes qui n'ont simplement pas le droit de vote en Suisse, mais dans le canton de Vaud en particulier. Et aussi, on est en préparation d'une campagne très large sur la question des transports publics gratuits, mais aussi qui soient réellement publics et qui soient de qualité, donc un financement massif. Donc c'est aussi le bon moment pour pouvoir rejoindre ces campagnes et puis constituer une force collective qui nous permette aussi de s'allier pour résister et aussi proposer les alternatives. Si on n'a pas les solutions, c'est sûr que c'est l'intelligence collective qui permettra de les trouver. Et si les institutions ne nous donnent pas cet espace, il faut déjà créer nos propres contre-pouvoirs. Et soutenez aussi les médias indépendants, Mediapart, la presse libre, indépendante, mais aussi les médias locaux, ici, qui commencent à se fonder. Je pense qu'il faut vraiment se dire qu'en cotisant ensemble, on a aussi cette capacité de construire des alternatives, mais il n'y a pas de miracle. Il faut s'engager, il faut aussi mettre nos ressources en commun. Et du coup, vous avez la possibilité avec des informations et tout. Et une soirée comme ça a aussi un coût. Et il y a un bel apéro. Donc, si vous avez la possibilité de participer à hauteur de vos moyens, il y a une petite caisse et on la fera tourner. Et je pense que l'essentiel est dit pour ce soir. Et passons à l'apéro, discutons, organisons-nous et tout ça dans la joie.